Bonjour à tous. Alors là, je suis dans mon endroit préféré, un hamac où je fais une sieste tous les jours. Désolé pour la voix un petit peu tordue, je me suis fait arracher une dent. Donc alors, je vais vous donner quelques éléments d'information sur la situation, à la fois sur la situation générale, où on en est de la transition locale, quelques informations personnelles et puis quelques conseils si vous voulez bien les accepter. Alors au niveau de la situation générale, des navires japonais ont harponné des baleines. Les pêches ont repris il y a quelques jours dans les eaux nippones. Et ça faisait 30 ans, je crois, que c'était arrêté. Puis là, ils ont repris. Je n'ai pas suivi précisément les raisons du pourquoi, mais ça me semble complètement incroyable qu'on reprenne la pêche aux baleines, quoi. Alors, petite information glanée au fil du net. Sur les 4 dernières années, la France n'a pas tenu ses engagements en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, je ne sais pas quoi penser, parce que ça, j'ai vu cette information-là dans une source, disons, d'information fiable. J'ai entendu à la radio une personne qui se qualifiait comme étant expert et qui a affirmé le contraire. Enfin, donc où est la vérité? Il faudrait pouvoir creuser. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ce qui est écrit est quand même plus fort que ce qui est parlé. Donc je retiens que la France n'a pas tenu ses objectifs en termes de réduction de gaz à effet de serre. Et puis une petite déclaration que Nicolas Hulot a fait tout récemment, c'est qu'il a déclaré la guerre, ou en tout cas il a dit que nous étions en guerre contre le réchauffement climatique, ou tout moins le dérèglement climatique. Et effectivement, avec la poussée des températures ces derniers jours, et ça recommence à partir d'aujourd'hui, j'ai bien l'impression que le soleil est très fort encore aujourd'hui. Donc voilà. Alors où est-ce qu'on en est de la transition par rapport à ce projet pour mon village? Alors on avance, mais lentement, on va dire. Aujourd'hui on est à 4, peut-être 5 personnes, on va dire, dans ce projet de liste. J'étais voir hier soir deux personnes qui, je pensais, je l'espérais, auraient pu rejoindre le projet. Malheureusement, pour des raisons à la fois personnelles. Enfin, d'un côté, il y a une personne qui m'a donné une fin de non-recevoir pour des raisons personnelles. Enfin bon, là, je ne vais pas rentrer dans des considérations, comment dirais-je, personnelles, mais en tout cas, bon, voilà. Et puis une autre personne qui, elle, m'a donné des raisons plus philosophiques, on va dire, à savoir qu'elle mettait plus en valeur le fait d'avoir une action politique globale. Elle mettait en exergue le fait de faire un travail au niveau planétaire, au niveau de la lutte contre les pouvoirs internationaux, etc. Enfin bon, pour elle, pour cette personne, la lutte, ou du moins le travail de chapelle, voilà, je crois que c'est même le terme qu'elle a utilisé, la défense des chapelles locales, ce n'était pas ça le plus important, et l'action devait se situer beaucoup plus haut. Alors qu'en fait, effectivement, j'ai le sentiment que c'est vraiment localement qu'il va falloir que nous nous préparions et que l'on investisse. Il y a une formule qui dit, bon, étoile, ciel t'aidera, celle-là on la connaît, mais une autre qui dit, ne demandez pas à votre pays ce qu'il peut faire pour vous, mais faites vous-même ce que vous pouvez faire pour vous-même et par vous-même, en fait. Hein. Je pense que c'est ça le plus important. Désolé pour la coupure, j'avais oublié de mettre le casque. Alors ça, je pense que le son va être un petit peu plus net, peut-être meilleur. Je ne vais pas reprendre de ce que j'ai dit depuis le début pour gagner du temps. Et puis bon, de toute façon, pour l'instant, effectivement, quand on voit le nombre de personnes qui suivent ce blog vidéo, on va dire comme ça, la motivation pour faire au mieux n'est pas forcément la meilleure. En tout cas, bon, je continue parce que ça me fait plaisir de le faire, et puis que même s'il n'y a que quelques personnes, aujourd'hui, on peut espérer, en tout cas, que ça puisse être utile pour un plus grand nombre de personnes demain. Donc je disais que une personne que j'ai rencontrée hier soir m'a donné en fait une fin de non-recevoir pour venir rejoindre la liste qu'on est en train de préparer, au motif que pour elle, l'action nationale et internationale
était plus importante que l'action locale et en particulier l'action de défense de chapelle, voilà, pour reprendre un petit peu l'expression. Alors, donc on en est maintenant au même stade, en tout cas en termes de nombre de personnes. Alors, à titre personnel, pendant ces vacances, je prépare, bon, pour dire la vérité, je prépare le mariage de ma fille avec tout un ensemble de choses que je dois faire. Enfin, donc je suis un petit peu bloqué pour assurer des contacts et créer des liens. Mais le travail sera fait quand même petit à petit. Et en tout cas, à partir de la rentrée prochaine, on fera ce qu'il faut. Alors je vais revenir peut-être sur les échecs passés, ou en tout cas les raisons pour lesquelles le groupe que nous avons mis en place a, on va dire, un petit peu plafonné, un petit peu, c'est un petit peu dilégué, je ne sais pas si on dit ça, enfin en tout cas, il n'y a pas eu, si vous voulez, une cohésion et un développement tel que je l'aurais espéré en termes de dynamique de groupe. Et il y a une des raisons pour lesquelles il y a eu des points d'achoppement, c'est que, et je dois de dire la vérité aux personnes qui éventuellement peuvent suivre ce fil sur la transition, c'est qu'au départ, il y a donc un petit peu après l'élection d'Emmanuel Macron, j'ai ressenti comme une dynamique de groupe à la fois en termes de cohésion sociale, puisque l'objectif d'En Marche, à ce moment-là en tout cas, c'était vraiment d'associer différents mouvements de pensée, on va dire, à la fois à droite et à gauche. Et j'ai espéré, en tout cas, surtout en voyant que Nicolas Hulot avait rejoint les rangs du gouvernement, j'ai espéré qu'il allait se passer des choses intéressantes. Et le fait est que c'était la première fois qu'un gouvernement parvenait à rallier la volonté et l'action de Nicolas Hulot. Et j'ai donc adhéré, il n'y avait pas à ce moment-là, de toute façon il n'y a pas dans En Marche, il n'y a pas de cotisation, en tout cas moi j'ai rien versé, j'ai pas versé un seul centime pour pouvoir participer aux réunions qui étaient proposées, aux réflexions. Et c'est vrai que j'en ai fait part, j'ai souhaité que dans le village, créer une forme de dynamique que je pensais être à la fois, comment dirais-je, fédératrice de personnes issues de différents mouvements de pensée, qu'ils soient de droite comme de gauche, puisque à titre personnel, je n'ai jamais été engagé dans aucun mouvement, qu'il soit de droite ou de gauche. Donc j'ai pensé bien faire, et très très vite d'ailleurs, on m'a dit « Ouh là là, attention, il ne faut pas mettre ça en avant », surtout que je mettais en avant le fait que En Marche était une source de cohésion dans l'objectif de réunir tout le monde pour créer des ateliers, pour mettre en place des actions de préparation à la transition, parce que moi j'en étais là depuis des années et j'en suis toujours là. Donc voilà, je pensais bien faire, et très très vite je me suis aperçu qu'effectivement le fait qu'on me colle cette étiquette d'En Marche était plutôt, entre guillemets, nuisible. J'ai quand même continué à participer à des réunions, à des échanges avec En Marche, bon, jusqu'au moment où je me suis aperçu qu'en fait ça ne servait pas à grand chose, malheureusement, et puis surtout qu'il y avait une forme de nuisance à la fois à être dans le mouvement En Marche, quoi. C'était très très négatif par rapport à l'action que je voyais comme étant une action neutre, ni droite ni gauche, et voilà. Et d'où la nécessité très très rapidement de me distinguer du mouvement En Marche. Et puis aussi, quand j'ai vu aussi quelque temps après que Nicolas Hulot, lorsqu'il a donné sa démission, enfin qu'il est parti du gouvernement, ça m'a montré ô combien il était illusoire de penser qu'un gouvernement quel qu'il soit, même s'il regroupait des forces entre guillemets issues de droite et de gauche, pouvait parvenir à ses fins, à ses objectifs. Et je pense que malheureusement,
ni un gouvernement de droite ni un gouvernement de gauche n'y parviendra. De toute façon, je pense qu'aucun gouvernement, quel qu'il soit, n'y parviendra, ni même un gouvernement associant des forces de droite et de gauche. En fait, la responsabilité, elle tient peut-être pour certains, en tout cas, du gouvernement, mais elle tient aussi de la population et des personnes qui, dès qu'on touche à leurs intérêts, dès qu'on veut faire bouger les choses, de toute façon, il y a une grande partie des gens qui sont dans la rue. Preuve en est le mouvement des Gilets jaunes. Bon, je reconnais aussi que quelque part, il peut être légitime de manifester lorsqu'on est en situation difficile à titre personnel, mais le fait est qu'au départ, l'intention était bonne, quoi. Le fait de vouloir diminuer la vitesse pour minimiser le nombre de morts, pour diminuer la charge en fait de la ressource pétrolière. Ça partait tout ça de sentiments qui me semblaient quand même... alors il aurait fallu peut-être faire des compensations, enfin trouver des solutions, ça n'a pas été fait. Bon, alors le fait est qu'en fait, voilà, je pense que si demain vous avez un projet de mise en place d'un projet de transition, il ne faut surtout pas... se prévaloir d'un mouvement, même si vous y êtes attaché, même si vous pensez être juste, de toute façon demain la transition et demain le fait de créer une dynamique locale, il faut qu'elle soit élargie et que l'on regroupe toutes les forces vives, qu'elles soient de droite, de gauche, mais il ne faut surtout pas le faire sous couvert d'une bannière quelle qu'elle soit. D'ailleurs, lorsque on a mis en place le déchetton, j'ai tenu moi particulièrement à dire aux uns et aux autres, attention, il faut que nous allions à la rencontre et que nous associons les chasseurs dans notre dynamique, hein, parce que les chasseurs ont leur rôle, même si certains peuvent considérer qu'ils sont des prédateurs quelque part de la nature. En même temps, pour eux et pour certains, ils sont aussi des défenseurs et parfois ils participent à la construction, enfin, donc c'est compliqué, c'est très compliqué, et dans tous les cas, malheureusement, bon, il faut créer une dynamique. Alors, c'est une autre démarche que j'ai faite qui correspond, que j'ai faite avec une autre personne du groupe d'ailleurs, et qui consistait à essayer de faire en sorte que l'épicerie de notre village, on a une épicerie, hein, c'est une épicerie pour notre village qui est l'épicerie centrale au centre-bourg, où beaucoup de villages avoisinants viennent se fournir, quoi. Bon, bien entendu, ça reste une épicerie entre guillemets de dépannage, même si malheureusement on pourrait espérer qu'elle soit beaucoup plus fédératrice, mais malheureusement, je pense que même notre famille, mon épouse, fait partie des personnes qui cherchent aujourd'hui, peut-être à tort, mais certainement à tort peut-être, mais en tout cas à essayer d'acheter au moindre coût. Et le fait est qu'aujourd'hui, dans l'épicerie de village, la charge est peut-être plus importante que lorsqu'on va faire ses courses dans un supermarché, quoi. Donc on a essayé en fait de leur proposer de mettre en place un petit rayon d'en vrac. Et puis malheureusement, eh bien, très vite on a compris que c'était compliqué parce que d'abord faire un petit rayonnage en vrac coûte très cher. Et puis il manque de place et c'était compliqué. Donc dans un deuxième temps, on s'est dit si on arrive à trouver un financement, c'est-à-dire l'idée c'était d'organiser un financement participatif qui aurait permis peut-être de trouver des fonds pour financer le meuble, enfin les meubles et puis le matériel nécessaire à faire la distribution du vrac. Mais là aussi, malheureusement, j'ai pas eu de réponse positive de la part des gérantes parce que une question de place, une question d'organisation par rapport à ses fournisseurs, enfin c'est compliqué. Alors, dans un troisième temps, et bon là on en est là, on va essayer de voir si on peut avancer et comment on pourrait avancer. Mais l'idée, ce serait de proposer de faire des achats groupés, peut-être sur des produits essentiels, enfin des produits de base, hein, que ce soit peut-être la farine, le blé, etc. En fait, l'idée, c'est de créer une dynamique de groupe et d'achat groupé. Alors on va voir, on va travailler là-dessus et puis on verra ce qu'il en sera. J'ai eu l'occasion par ailleurs de faire une petite vidéo, enfin une petite vidéo un peu plus qu'une petite puisqu'elle fait un peu plus d'1 heure, sur le thème de la collapsologie, l'effondrement.
j'ai, à l'occasion de mon travail, dès que je bricole ou que je suis en voiture, ou j'écoute des vidéos, enfin je les regarde pas, mais je les écoute. Et ça me permet quand même de recevoir une somme d'informations considérable. Ça fait partie de mes centres d'intérêt. Ce n'est pas une obsession, loin de là, mais en tout cas, j'écoute ça avec beaucoup d'intérêt. Et ça m'a permis de collecter un certain nombre de constats, d'idées, et j'en ai fait une compilation, entre guillemets, que j'ai concentré ça dans une vidéo qui fait un petit peu plus d'1 heure, et que l'on peut voir sur une adresse qui est très symbolique, enfin en tout cas je la considère comme telle. L'adresse est une.com, une ça s'écrit U-N-E, hein, une.com -du6 une.com, une.com. Donc voilà, donc là on peut voir se concentrer, disons, alors la vidéo est très basique, hein, comme celle-ci, il n'y a pas de fioritures, elle est extrêmement simple, elle n'a rien coûté, elle a été prise en un seul jet comme celle-ci, mais quand même je pense qu'elle est, enfin en tout cas j'espérais qu'elle soit intéressante. En tout cas, c'est une concentration d'informations qui, je l'espère, pourrait amener à ce que certaines personnes, si elles la regardent jusqu'au bout, puissent réveiller les consciences et se mobiliser dans le but de se préparer, de s'organiser, en tout cas localement, et en particulier sur mon village, quoi. Donc voilà. Alors à partir de là, j'ai aussi proposer au groupe de transition de mettre en place une série de conférences sur les différents villages avoisinants, en finissant et en terminant par le bourg-centre. Alors l'idée, c'est que chaque municipalité puisse proposer à ses habitants de venir et de réfléchir sur le thème de la transition, sur le thème de l'effondrement, etc. Donc, bon, normalement, c'est un sujet qui devrait intéresser tout le monde, hein, tout le monde est concerné. J'espère que les municipalités, les maires et mairesses pourront se mobiliser pour réunir dans leur village un minimum de personnes. Et pour essayer de mobiliser, d'intéresser les gens, j'ai imaginé de réaliser une conférence gesticulée. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est en fait, l'idée c'est plutôt que de faire une présentation à la fois chiffrée, comme celle que j'ai pu faire là dans l'adresse que je vous ai donnée, hein, une.com-une.com. Là l'idée c'est d'être moins sérieux, en tout cas plus léger et avec de l'humour. Donc voilà, alors donc j'ai travaillé sur ce concept, sur cette idée. C'est pas une pièce de théâtre, c'est plutôt, voilà, ça s'appelle d'ailleurs une conférence gesticulée. Si vous allez sur internet, vous tapez ça, conférence gesticulée, vous verrez quelques exemples. C'est à la fois très original, sympa, et ça permet de faire passer des messages, mais avec un petit ton humoristique et ludique qui peut, je l'espère en tout cas, sensibiliser. Et j'introduirai dans ces conférences gesticulées la possibilité pour les personnes qui viendront de voter. Je proposerai des votes, ils auront un petit carton vert, un petit carton rouge, et on pourra comme ça voter en direct pour voir un petit peu quels sont les sentiments au regard des idées qui seront proposées. Bon, voilà. Alors rendez-vous à partir d'octobre, puisque la série de conférences gesticulées sera programmée à ce moment-là, en espérant qu'il y ait des communes qui répondent favorablement à cette proposition. Alors, une autre erreur que j'ai mise dont j'ai essuyé un petit peu les plâtres, c'est la multiplicité des propositions. Alors c'est vrai que titre personnel, c'est comme ça, je suis comme ça, on ne me refera pas, hein, j'ai 60 ans passés, j'ai beaucoup d'idées, puis quand elles arrivent, j'aime bien les mettre en œuvre. Je ne vais pas toujours jusqu'au bout malheureusement, parce que soit elles ne fonctionnent pas, soit elles ne trouvent pas l'adhésion, soit ça ne... Bon, enfin, en tout cas, quand ça ne marche pas, j'arrête, je passe à autre chose, hein, c'est comme ça. Et le fait est que j'ai proposé beaucoup d'idées. Et puis peut-être que le groupe que nous avons commencé à constituer s'est senti un petit peu assailli, agressé. Alors là aussi, je vous conseille, si vous êtes en charge ou si vous sentez la charge de mettre en place dans votre village, dans votre secteur, dans votre commune, un groupe de transition,
eh bien, de faire participer le plus possible le groupe. Il y a une formule que je reconnais, qui est bonne, c'est que quand on est seul, on va plus vite, quand on est plusieurs, on va plus loin. Alors en même temps, quand on est plusieurs, ça peut être aussi le bazar, parce que non seulement on va moins vite, mais des fois ça peut être aussi un petit peu désordonné. Enfin bon, en tout cas c'est vrai que le principe il est quand même meilleur. Et d'ailleurs la démarche de la transition, c'est quand même d'être en groupe et de trouver ensemble des solutions qui puissent être collégiales. Bon. D'ailleurs, l'association que nous avions créée pour l'information, c'est qu'on n'a pas tenu, on a tenu, l'ensemble, le groupe. Au départ, nous étions 4 à vouloir créer cette association, et l'association, nous l'avons créée sans président. C'était une association collégiale, on va dire. Hein. D'ailleurs, c'était ça, c'est-à-dire que les 4 personnes initialement dans l'association étaient à parts égales et à niveau égal. Il n'y avait pas de président, de trésorier d'association. Alors c'est une forme d'association qui n'est pas très courante, mais qui est possible. En tout cas, juridiquement, elle est possible. Alors elle pose problème après, je vous en parle parce que si vous décidez de faire ça, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'on s'est trouvé confronté au niveau, très rapidement au niveau des assurances et de la banque. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il faut que lorsqu'une association comme ça est créée, et on était obligé de la créer pour des questions d'assurance. Bon. C'est-à-dire que et puis préalablement, c'était même pas une question d'assurance, c'était que la municipalité nous disait on peut vous prêter la petite salle commune, la salle des associations, que si vous êtes en association et donc couvert par une assurance. Donc c'est ça qui nous a amené en fait, parce qu'au départ on était un collectif sans structure légale. Et qui dit association dit assurance, donc qui dit assurance dit cotisation d'assurance, qui dit cotisation d'assurance dit ouverture d'un compte bancaire, ouverture d'un compte bancaire ça veut dire des frais, etc. Donc au départ l'association en fait le principe c'était qu'il n'y ait pas de cotisation. Et donc il n'y avait pas de cotisation, donc pas de frais d'assurance, donc pas de problème. Et par contre après on est rentré dans ce cycle-là qui nous contraignait à pas mal de choses. Alors maintenant, concernant la transition, il y a des questions quand même qui se posent, que nous aimerions pour lesquelles nous aimerions avoir des réponses. Hein, et ça, ce sont des questions qui peuvent se poser en groupe, pour lesquelles on peut travailler ensemble. C'est, avec les températures qu'on connaît, que se passerait-il demain si on dépassait les 50 degrés et qu'il y ait des personnes dans les villages qui soient en grande difficulté. Alors on pourrait imaginer effectivement de créer des salles communes qui seraient rafraîchies. Enfin, en tout cas, il faut réfléchir à ces choses-là. Aujourd'hui, il me semble qu'il n'y a pas véritablement de réponse à ces problématiques. Pareil, s'il n'y a plus d'électricité pour des raisons, ça peut être des raisons effectivement d'effondrement, mais même sans attendre l'effondrement, on est de plus en plus en situation où il y a de plus en plus de consommation au regard d'une production qui stagne en termes d'électricité. C'est-à-dire que les centrales nucléaires et tous les barrages hydrauliques ne se multiplient pas, alors que l'utilisation de l'électricité est de plus en plus importante. Alors s'il y avait un blackout avec une panne générale et qu'on se retrouve plusieurs jours sans électricité, que ce soit localement, régionalement ou même nationalement, c'est pas exclu, hein. En tout cas les experts ne l'excluent pas. Donc il faudrait peut-être là aussi réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise. Alors bien entendu à titre personnel, il y a des personnes qui ont des panneaux solaires, qui ont des ressources autonomes, mais d'une façon générale, c'est pas du tout le cas de la grande majorité des gens, quoi, hein. Pareil, un petit détail sur lequel il faut qu'on réfléchisse, et ça fait partie à la fois des réflexions qu'on peut avoir à titre personnel, mais pourquoi pas aussi au niveau global. Que se passe-t-il s'il y a une rupture d'approvisionnement en termes de papier toilette? Ça s'est passé à Cuba, et à Cuba, les Cubains se sont retrouvés avec une rupture de papier toilette, et imaginez une vie sans ça, quoi. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Donc peut-être que la solution consiste à réfléchir dans chaque région, dans chaque commune, en tout cas dans chaque terroir, quelles seraient les feuilles, les plantes, pourquoi pas, qui sont les plus adaptées pour servir de papier toilette.
il y a une réflexion peut-être à avoir. Et puis, c'est une réflexion qu'on peut avoir en commun. Bon, on peut aussi l'avoir seul, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Donc voilà. Alors après, concernant les réflexions ou les conseils personnels que je peux faire passer à travers ce message, c'est que je suis en train actuellement, pour le mariage de ma fille, de réaliser une chambre dans un grenier, d'aménager une chambre pour pouvoir recevoir une personne, enfin un couple supplémentaire. Et le fait est que dans un premier temps, je fais ça pour le mariage de ma fille, mais en même temps je me disais, bon, c'est un peu ridicule. Alors, encore une coupure, cette fois c'est par... il n'y a plus de mémoire, il fallait que je fasse de la place sur mon portable. Donc, alors j'étais en train de dire que je me posais la question sur l'aménagement d'une chambre supplémentaire que je prépare pour l'occasion du mariage d'une de mes filles. Et je pense que finalement, c'est pas une mauvaise idée que d'avoir des chambres supplémentaires, parce que effectivement, ça permet, dans le cadre d'un effondrement, il y aura des transhumances énormes entre la ville et la campagne. Depuis quelques décennies, ce sont les campagnes qui vont vers les villes, mais le jour où il y a un effondrement de notre société, c'est le contraire qui va se passer. Hein. Comme au temps de la guerre, 39-45, les gens qui étaient en ville, ils allaient en campagne pour chercher la nourriture qu'ils n'arrivaient plus à trouver en ville. Donc il me semble important de pouvoir avoir des éléments pour pouvoir accueillir des personnes. Alors bien entendu, moi ce que j'espère, c'est que ce soit des membres de ma famille, hein, prioritairement, mais si ma famille, pour des raisons diverses et variées, ils sont ici ou là, sans la possibilité de venir, ou parce qu'ils ont choisi un lieu de vie différent, ces chambres pourront être utiles, parce que autant on aura des grandes difficultés en termes de ressources, autant aussi on aura des grandes difficultés en termes de bras. Hein. Et là, effectivement, quand on a un certain âge, passé disons une période où physiquement on perd, hein, il faudra bien compenser les pertes physiques par des ressources, on va dire, plus jeunes, quoi. Voilà. Alors pour conclure, ah oui, encore un autre petit conseil, c'est que si vous avez ces phénomènes de collapsologie, d'effondrement se multiplient. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui, au niveau des médias, en parlent de plus en plus. Donc ça va mettre très probablement la puce à l'oreille de pas mal de personnes. Et donc le but c'est ça, hein, ça va faire peur, mais c'est pas grave si ça fait peur, c'est la peur qui fait bouger. Encore une fois, vous êtes dans un champ, arrive un taureau, si le taureau, vous avez l'impression qu'il est menaçant, qu'il vient vers vous, vous allez très très vite réagir, bouger, vous déplacer, chercher la solution, la voie de sortie. Hein, c'est pas la peur, c'est quelque chose qui peut faire bouger les gens, quoi. Hein. Donc c'est pas forcément un mal. Et le fait est que si aujourd'hui vous êtes en ville ou si vous avez une maison mais que vous avez un tout petit terrain, eh bien n'hésitez pas aujourd'hui à rechercher autour de vous bien peut-être les terrains non constructibles, j'entends, mais qui seraient arables, hein, bien entendu, c'est-à-dire avec la possibilité de pouvoir y faire un jardin. Ils ne sont pas très chers. Donc n'hésitez pas au plus proche de votre habitation ou de votre résidence à trouver un terrain comme ça. Il sera toujours temps, peut-être au dernier moment, ou peut-être même avant, vous pourriez acheter un camping-car, une caravane. Le jour où il y aura un effondrement, de toute façon, malheureusement, même si ça ne plaît pas aux élus locaux, quand on sera vraiment dans une situation dramatique, les gens qui s'installeront avec des caravanes, on ne pourra pas les mettre dehors. Hein. On ne pourra pas les mettre dehors. Malheureusement, ça sera impossible. Bon, donc si c'est vous qui êtes en situation, dites-vous bien que si vous avez préparé votre petit terrain, que pendant quelques années vous l'utilisez comme terrain de week-end, de vacances, vous préparez votre potager, voilà. Une organisation comme ça peut ne pas être inutile si vous habitez en ville, lorsque l'effondrement, enfin une situation dramatique comme ça arrivera.
Alors j'ai cherché, ah oui aussi encore un petit conseil par rapport au crédit. Parce que quand on investit dans une maison ou même si vous achetez un terrain comme ça, peut-être vous allez devoir faire un petit crédit. Alors on se demande est-ce que c'est bien ou pas de faire un petit crédit? Parce que est-ce qu'on sera même en mesure de pouvoir le rembourser? Alors là, c'est un conseil, comme on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. Hein. Donc là, c'est une réflexion que je vous propose, que je vous propose d'avoir de votre côté. Mais j'ai le sentiment, mais peut-être que je peux me tromper, hein, mais j'ai le sentiment que lorsqu'on va être dans une situation d'effondrement importante, ce sont d'abord les organismes boursiers qui vont exploser, mais ensuite et très vite ce sont les organismes financiers, donc les banques, et très vite les personnes qui sont locataires ne pourront pas assurer le paiement de leur loyer, et ils vont devoir donc de ce fait habiter sans régler les propriétaires, et de leur côté les propriétaires qui ont un crédit ne pourront pas non plus le payer, donc à un moment ce qui va se passer, c'est que les banques explosant, les crédits ne seront pas à payer. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tout va s'effondrer et tous ceux qui ont pris des crédits ne seront pas remboursés. Donc voilà. Alors pour conclure, j'ai essayé de trouver une petite citation d'un homme plus brillant que moi. Ça n'a pas été facile, hein. Et donc je vais quand même trouver. C'est Martin Luther King qui disait « Si on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. » Moi, je pense que c'est une philosophie de vie qui est quand même pas mal. Et c'est vrai que planter, c'est une bonne chose. Alors, je rappelle la petite formule de base. Hein. Pour moi, rien n'est impossible. Avec vous, tout est possible. À bientôt.